c'est qu'à un moment donné, on a été aussi confronté à une certaine délimitation en fonction des appels d'offres qui pouvaient plus ou moins apparaître. Tout dernièrement, on était au colloque du CID12 à Montréal, avec une équipe de 3 personnes et 3 membres également. Nous avons travaillé sur le patrimoine, la valorisation du patrimoine scientifique francophone. Donc, vous voyez, il y a souvent ce genre de projet, de sous-projet qu'on monte en fonction du moment, en fonction également du besoin et aussi en fonction de l'opportunité par rapport au projet. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, les domaines doivent être très bien délimités. Mais là, nous sommes vraiment dans une phase de suggestion, d'idées. C'est donc à partir de là qu'on peut construire et orienter les FRAD dans le futur. Très bien. Je vais profiter de cette petite pause de réflexion pour vous remercier et pour faire glisser. Ah bon, on y est déjà, donc on y est. Tu peux rester avec nous. Tu peux rester, non, comme tu veux. Oui, non, Juste une parenthèse par rapport à. On a parlé tout à l'heure de l'utilisation du wiki. Et bon, après, on confirme ça pourrait nous empêcher de nous retrouver complètement. La mise en application, enfin, la mise en exploitation de cet outil peut être facile. Ça peut toujours servir à la préparation des réunions. On peut toujours bien sûr. Se dire, dans 6 mois avant une grande réunion, les membres des FRAP se retrouvent peut-être autour d'un thème précis, puis on en débat. Ça me permettra non seulement de gagner en temps, aussi de gagner en idée de la proposition lors des séances plénières comme celle-ci par exemple. Donc je pense qu'il ne faut pas écarter l'utilisation par exemple du wiki avant des grandes rencontres comme celle-là. Ça me permettait toujours de gagner. Bien sûr. Le choix du wiki ne s'est pas fait au hasard. C'est le travail qui a été mené dans le cadre également du cours que je donne ici à Paragraphe, éventuellement les CMS, le Content Management System, tous les systèmes de gestion de contenu. Nous avons choisi le wiki parce que c'est un outil très collaboratif, mais aussi parce qu'il permet la publication d'un nombre important d'articles, et on le voit avec Wikipédia. Et l'enjeu, c'était de permettre aux uns et aux autres de pouvoir très rapidement intervenir sur les articles qui pouvaient être publiés. À ce jour, on a 1350 articles qui sont publiés sur le site, plus ou moins élaborés, je précise. Et l'idéal, effectivement, de ce découpage sur un modèle encyclopédique, ça facilite aussi l'accès à l'information. Il y a un déluge informationnel, ça on le sait, mais encore sélectionner en quelques minutes, je dis en quelques minutes, l'information capitale, c'est pas aussi évident. Hein. Les bases de données, oui, elles existent, elles espèrent, l'ABF l'a fait, mais l'avantage de ce qu'on a fait sur le wiki, c'est qu'on a reparti les membres en domaine disciplinaire, en domaine disciplinaire, mais également en situation géographique, en fonction de leurs origines. Dès que vous cliquez très rapidement sur un membre, vous prenez connaissance de ces thèmes, de ces domaines, et même de perspectives de recherche en 3 minutes. Donc, nous avons plus travaillé sur la rapidité de l'accès à l'information. C'est pour ça également que nous avons justifié en fait le choix du wiki par rapport à d'autres outils, d'autres logiciels de production ou bien de collaboration, sachant que derrière il y a également un espace intranet. Donc, certains membres, ce n'est pas tous les membres qui ont reçu accès, c'est ceux qui travaillent très souvent avec nous sur le projet. Ils travaillent dans le cadre de la gestion des événements. On réfléchit également à fédérer tous ces outils pour mettre en place une plateforme totalement communautaire où on n'aurait pas une dispersion entre le wiki, le blog et le collaboratoire. On puisse avoir un outil commun qui nous permet d'un côté d'animer la communauté par rapport aux équipes extérieures au projet EFRAC, mais de l'autre, de permettre aux membres de pouvoir travailler très facilement, sachant que nous sommes dispersés dans les cadres conjoints, associés à la contrainte à prendre en compte les différents problèmes. Je ne peux pas répondre toujours très rapidement dans les délais que j'aurais souhaité. Donc, ça, c'est un exemple. Et j'aimerais bien, bien sûr, être un petit peu dans cette tâche-là. Donc, tu lances un appel de. D'où cette ligne? Oui.
adopté des suggestions par rapport aux différentes tâches et comment organiser le réseau, comment organiser les responsabilités. Sachant que rien n'est défini, j'insiste toujours sur la question de rien n'est arrêté pour l'instant. On avance, on essaie de répondre aux besoins, même si on est très submergé en moment, surtout lors de l'organisation de la conférence. Les appels, je recevais au moins 50 appels et tout ça. À un moment donné, la saturation. Donc l'appel est lancé, les volontaires, les bénévoles. Vous prenez les derniers, là, ils se désignent. En fait, Nadal, Khaldoun aussi te rejoint, voilà, c'est un bénévole. Je présente mes excuses. En fait, j'avais cours Et loin. au CNAM, en plein centre de Paris. J'avais un cours de 13h à 14h45. Vous avez donné des cours. C'est à cause de ça que je suis absenté. Je suis dans le trou. En fait, c'est un ingénieur agronome. Son pseudonyme, c'est un ingénieur agronome qui a animé pendant les 3 dernières années un blog qui s'appelle Les Sciences Citoyennes. C'était un blog sur la recherche, sur les produits de la recherche, avec des choix méthodologiques forts. Hein. C'est un naturien confirmé. Il s'appelle Antoine Blanchard. Je viens de publier un truc de lui là récemment. Et ça a été un des principaux lieux de discussion de l'engagement des gens, des non-scientifiques sur des thématiques scientifiques. Et c'est devenu une sorte de... Ce blog est devenu un des sites les plus visités en France pendant 2 ans. En tout cas, il a été extrêmement visité. Il a notamment publié beaucoup de choses sur l'évaluation de la recherche, sur les outils quantitatifs, etc. Et c'était une expérience solo, individuelle. Antoine a eu une bourse pour aller en Angleterre, là, en ce moment. Il a finalement monté une boîte de production vidéo et Internet. Parce que c'est ça qui l'intéresse, la communication scientifique. Et ce que je voulais dire, c'était qu'au départ, son projet n'était pas du tout un projet orienté sur la critique de la science. C'était vraiment sa vision. Ce que je voulais dire, c'est que l'afflux de visiteurs, ce n'était pas son réseau. C'était des gens qui étaient vraiment intéressés par le contenu de ce qui s'y publiait. Donc, le site sera d'autant plus visité qu'il sera intéressant. Si c'est un dépôt de liens, on n'ira pas le voir. Si c'est un dépôt de... S'il n'y a pas ces flux... Si c'est un dépôt d'informations qu'on peut trouver ailleurs, ça marchera. Je veux dire, ça marchera. C'est pas possible, on peut toujours le faire. Mais ça vous coûtera du temps, de l'énergie, et le bénéfice en sera très faible. Il faut que vous soyez générateur de votre propre contenu, quel qu'il soit. Ça peut être thématisé, ça peut être régionalisé, ça peut être orienté géographiquement. Vous pouvez décider que ça sera que l'Afrique, ou que ce sera que... il faut absolument qu'il y ait une sorte de génération d'informations propre que je ne trouverai nulle part ailleurs. C'est le seul truc. La spécificité en question. C'est la seule chose qui fera que le site existe. J'ai un site, moi, qui est visité entre 2000 à 5000 fois par jour. C'est un site complètement abscon, il s'appelle Estime. Il contient des rapports.